L'intérêt et la curiosité des gens ont toujours été éveillés par les grandes affaires judiciaires. Si on connaît bien les grands procès médiatisés de ces dernières années, certains ont marqué l'histoire à l'époque où les caméras n'existaient pas. Cette série nous plonge dans les coulisses de 6 procès emblématiques qui en disent long sur les mœurs et sur le fonctionnement de leurs époques respectives. Torture et décapitation d'innocents, guerre d'influence, condamnation au nom de la religion. Et si vous rentriez dans la tête des protagonistes de l'époque? Incarnés par des comédiens, ce podcast est une nouvelle façon de raconter l'histoire entre documentaire et fiction. Chaque épisode explore un procès emblématique qui a façonné le cours de la justice, captivé l'opinion publique et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Vous écoutez Les procès de l'histoire, épisode 6. L'affaire Henriette Caillot. Première partie. Fin d'année 1913. Les partis s'affrontent tous les jours à l'Assemblée. D'un côté, les va-t-en-guerre, Raymond Poincaré, président de la République, et Louis Barthou, chef du gouvernement. Des revanchards, obsédés par l'idée de laver l'affront de la défaite de 1870 contre l'Allemagne et de la perte de l'Alsace et la Lorraine. De l'autre, à gauche, les pacifistes, Jean Jaurès, qui dirige la SFIO, et Joseph Caillot, leader du Parti radical, qui pressentent tous deux qu'un nouveau conflit entre la France et l'Allemagne aurait pour conséquence la ruine du vieux continent. Joseph Caillot, qui s'acharne quotidiennement à l'Assemblée pour faire tomber le gouvernement Barthou, est maintenant tout proche de prendre les rênes du pouvoir. J'ai toujours tenu Caillot pour un fin politique et pour un homme doté d'une capacité de travail phénoménale, mais ça n'excuse pas son insupportable suffisance et son arrogance, bien connue. Raymond Poincaré, président de la République française. Et par-dessus tout, je suis convaincu que son choix pour l'impôt sur le revenu et ses désirs de rapprochement avec l'Allemagne sont une catastrophe pour le pays. Toujours les mêmes rengaines pour discréditer Joseph Caillot, sa politique fiscale et son pacifisme. Et l'on enfonce le clou, l'on critique son arrogance, l'on met en cause son patriotisme, tel l'académicien Paul Bourget qui a ses entrées au Figaro, journal conservateur. Un ego surdimensionné et des convictions dangereuses. Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro. Pour moi, n'est-ce pas, Joseph Caillot a déshonoré la patrie et c'est une menace pour la vraie France. Le Caillot avait bien sûr contre lui toute une classe politique. Jean Millot, journaliste et ancien directeur du Figaro. Celle qui était divisée entre les pacifistes et les guerriers, si j'ose dire. Et chez Caillot, on lui reprochera notamment de ne pas avoir été nationaliste au temps où la France était essentiellement nationaliste. Jean-Denis Bredin, avocat et auteur du livre Joseph Caillot. Et porté par l'amour de la patrie et la haine de l'étranger. La haine de l'étranger. Non, ce n'est pas un sentiment pour Joseph Caillot. Ce qui ne l'empêche pas d'aimer son pays, avec à son actif une déjà longue carrière politique au service de la France. Il entre au gouvernement à 36 ans, comme ministre des Finances en 1899. Jean-Yves Le Naour, historien et auteur du livre Meurtre au Figaro. Donc il a une ascension politique très rapide et il se détache très rapidement de ce milieu conservateur, ce milieu de droite, pour décider de faire une carrière politique à gauche. Son milieu ne lui a jamais pardonné finalement d'être trahi par un des siens, un millionnaire qui trahit son milieu et qui va lutter en particulier pour l'égalité fiscale. Mais il n'est pas seulement controversé pour ses choix politiques. Son comportement quotidien, aussi, exaspère beaucoup de monde. Sans vergogne, il suscite les jalousies, en exhibant sa fortune, ses coquetteries vestimentaires et ses conquêtes féminines. Les femmes. Oui, peut-être le talon d'Achille du surdoué Caillot. Il attend 40 ans passés pour se marier. Mais très vite, il s'ennuie avec son épouse et fréquente une autre femme, Henriette Renoir, historienne d'art. S'ensuit un divorce tumultueux qui lui coûte une fortune et porte dans ses gènes le futur drame. Mais il peut enfin, en 1911, alors qu'il est président du Conseil, épouser Henriette de 11 ans sa cadette. Oui, nous étions très heureux. Joseph avait sa carrière politique à mener, je m'occupais du reste.
Tout va bien donc pour le couple Caillaux, jusqu'au 2 décembre 1913, où Joseph fait un coup d'éclat au Parlement. Il prononce un discours flamboyant à la Chambre et fait tomber sous ses coups le gouvernement Barthou. Par cette victoire, il a le pouvoir suprême à portée de main et du coup relance contre lui la haine des droites nationalistes et conservatrices. Un implacable mécanisme va alors se mettre en place qui fait de Joseph Caillaux un homme à abattre. Barthou hors jeu, il faut maintenant former un nouveau gouvernement. Le jeu parlementaire voudrait que Caillaux soit appelé à la présidence du Conseil par le président Poincaré. Mais celui-ci sait que le grand projet de Caillaux est de former une coalition avec Jean Jaurès, de faire front commun dans une alliance de leurs deux partis afin d'obtenir les conditions d'une entente avec l'Allemagne, la hantise de Poincaré. Il était hors de question que Caillaux accède à la présidence du Conseil. Raymond Poincaré, président de la République française. En tout cas, pas grâce à moi. Poincaré, c'est un Lorrain, avec les yeux sur la ligne bleue des Vosges. C'est quelqu'un qui se méfie par essence de l'Allemagne et qui est persuadé que l'Allemagne veut la guerre. Nous nous sommes donc mis d'accord sur le nom de Gaston Doumergue. C'est un moindre mal. Oui, j'ai dû me contenter du ministère des Finances. En attendant. Joseph Caillaux, président du Parti radical et ministre des Finances démissionnaire. Caillaux, seulement ministre des Finances, mais homme fort du gouvernement. Dans 6 mois s'annoncent des élections décisives qu'il a toute chance de gagner, et il prendra les rênes du pays. Attisé donc par la peur de sa future victoire, la haine va se déchaîner contre lui, pour le détruire. Jamais je n'aurais cru que ses ennemis essaieraient ainsi de nous briser. Je connais l'âpreté du combat politique. Henriette, elle, n'y était probablement pas assez préparée. Âpreté du combat politique. Joseph ne croit pas si bien dire. Moins d'une semaine après sa nomination aux finances, le Figaro tempête sous la plume de Gaston Calmette, son directeur général. Un tel ministère est impossible, non viable, incohérent. C'est le début de la cabale. Calmette avait beaucoup de talent et avait toujours été assez modéré dans ses articles. C'est la première fois qu'il poursuivait quelqu'un d'une haine qui semblait inexpiable. Au départ, c'était de bonne guerre. Quelques billets d'humeur. Le Figaro est un organe conservateur, il était normal qu'il me combattît. Joseph Caillaux, président du Parti radical et ministre des Finances démissionnaire. Et là, quel déferlement de haine! Une campagne quotidienne contre Caillaux qui peut avoir surpris et même choqué un certain nombre de ses amis. Oui, j'ai été surpris moi-même, alors que je suis son ami, de la virulence de Gaston. Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro. Calmette, n'est-ce pas, ne correspond pas à ce genre d'homme. C'est un mondain, affable, connu d'ailleurs pour sa générosité et même sa douceur. Mais le mondain affable va pourtant lancer l'une des plus longues et des plus violentes campagnes de presse que la France ait connues. Gaston Calmette attaque d'emblée Caillaux sur son européanisme et son pacifisme, rappelant qu'en 1911, pour gérer la crise d'Agadir, Caillaux s'était couché devant l'Allemagne. Couché devant l'Allemagne? Non. J'avais agi de bon sens, tout simplement, face à une crise qui aurait pu déboucher sur une guerre, ici, en Europe. Il fallait prendre en compte le complexe de l'Allemagne de n'avoir pas d'empire colonial, à l'instar de la France et de l'Angleterre. Berlin voulait le Maroc, nous aussi. La solution était d'avoir une monnaie d'échange, pas trop lourde à payer. Oui, en 1911, Joseph Caillaux, président du Conseil, avait dû faire face à une crise majeure, alors que la canonnière allemande SMS Panther avait pris place face au port d'Agadir, prête à bombarder. Berlin voulait mettre la main sur le Maroc. La majorité des politiques français refusaient alors tout compromis avec le gouvernement allemand. Mais Caillaux, lui, avait décidé de négocier directement avec Berlin. En acceptant d'abandonner un morceau du Congo à l'Allemagne, il obtint pour la France les mains libres au Maroc. Joseph Caillaux s'est dit que c'était inutile de lancer une guerre pour une question accessoire, une question coloniale, une question marocaine, et qu'il était plus profitable pour la France et pour l'Europe de s'entendre avec l'Allemagne.
S'entendre avec l'Allemagne, le cauchemar de tous les excités nationalistes revanchards de 1870, dont Joseph Caillaux avait attisé la haine en ayant eu l'intelligence et l'habileté d'éviter, pour le plus grand profit de la France, la guerre avec les Allemands au sujet d'un stupide différend colonial. Il était devenu l'incarnation du traître, du vendu à l'Allemagne, à qui il fallait barrer la route du pouvoir par tous les moyens. Oui, ça, la paix avec l'Allemagne, qu'il avait fait croyant bien faire. Caillaux est un des seuls chefs d'État à l'époque, enfin des hommes d'État, pardon, à penser en européen. Ses adversaires lui reprocheront cela jusqu'au bout. Il est considéré comme un traître. Caillaux, chef du Parti radical, et puis évidemment les socialistes, pensent que, pour leur part, qu'il faut établir de bons rapports et faire de l'Allemagne un partenaire de la France, un ami, mener une politique de bonne entente. Nous devons nous tendre la main, et non pas nous combattre. Joseph Caillaux, président du Parti radical et ministre des Finances démissionnaire. Une nouvelle guerre contre l'Allemagne, quelle qu'en soit l'issue, ne ferait que des perdants, et qu'exacerber les haines et les rancœurs. Mettons enfin un terme à ces guerres fratricides dont l'Europe souffre depuis plus de 1000 ans. C'est le cœur du problème. Caillaux fait peur avec son idée d'une Europe pacifiée et fraternelle, débarrassée de ses conflits et de ses déchirements. En négociant avec l'Allemagne, il a provoqué une levée de boucliers des droites qui se déchaînent contre lui pour avoir osé parler avec l'empereur Guillaume II. Un crime pour les nationalistes, terrorisés à l'idée d'un Caillaux qui prendrait le pouvoir et les priverait de l'espoir d'une revanche contre l'Empire germanique. Et c'est l'un des thèmes majeurs que Gaston Calmette matraque quotidiennement dans ses articles du Figaro. Oui, je me souviens très bien des articles de Gaston, n'est-ce pas, dans le Figaro. Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro. Leur force, leur pertinence, leur patriotisme. Caillaux est l'ennemi de l'épargne nationale, l'ennemi de la justice, l'ennemi de la patrie. Avec Caillaux au pouvoir, nous serons sans défense face à l'Allemagne. Et jamais nous ne récupérerons nos terres d'Alsace et de Lorraine. Et si pour le plus grand malheur de la patrie, il gagnait les prochaines élections, en avril, la France ne serait plus qu'une catin à la merci des plaisirs du Kaiser. Si la gauche gagne les élections, il deviendra président du Conseil. Il faut tout faire pour lui barrer la route. Jean-Yves Le Naour, historien et auteur du livre Meurtre au Figaro. Alors, que vont faire Poincaré, Barthou, Briand, qui sont les espoirs du centre droit? Eh bien, ils vont lancer une grande campagne politique contre Caillaux. Tout est bon pour le salir. Une grande campagne de calomnie, de diffamation, où Caillaux sera traîné dans la boue dans des articles quotidiens, dans l'ensemble de la presse de droite, dans l'ensemble de la presse conservatrice, réactionnaire, mais tout particulièrement dans le Figaro de Gaston Calmette. Tout y passe. En quelques semaines, ce sont pas moins de 110 éditoriaux, échos et dessins qui sont dirigés contre le président du Parti radical. Le Figaro accuse aussi le ministre des Finances de trafic d'influence, de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, d'escroquerie. Calmette récolte dans les ragots de poubelle de quoi alimenter sa campagne. Alors oui, il aurait escroqué une famille, il aurait capté un héritage, il aurait détourné de l'argent pour son parti. Le Figaro faisait effectivement un journalisme de choc. Tout est bon pour salir Caillaux, pour le faire trébucher, pour éviter qu'il devienne président du Conseil. Calmette, donc, pratiquement dans chaque numéro, attaquait Caillaux. Et puis, Gaston Calmette de même, il le méprisait, sinon il aurait réglé le problème avec un duel. Mes amis m'ont pressé d'envoyer mes témoins à Calmette. Pour moi, un duel serait une partie de plaisir. Je ne crains ni le pistolet, ni l'épée dont j'ai déjà usé. Mais je ne m'aligne pas avec un sous-fifre, un petit soldat aux ordres de certains qui se cachent dans l'ombre. Qui, dans l'ombre, tire les ficelles de cette cabale? Qui alimente le Figaro? Qui a intérêt à voir tomber Caillaux? Sinon ses ennemis les plus proches, Louis Barthou, Raymond Poincaré.
J'affirme que jamais je ne me serais abaissé à cela. Je suis président de la République. Jamais je n'ai donné la moindre information à Calmette pour discréditer Caillot. Jamais. C'est Louis Barthou, député de Pau, espoir de la droite, qui alimente la campagne de Gaston Calmette en sous-main. Et c'est lui qui lui a donné la fameuse lettre de 1901 que Caillot adressait à sa maîtresse, une lettre privée. Et c'est Barthou, évidemment, qui a fourni ses munitions à Calmette. Barthou, Poincaré faisaient partie de ceux qui souhaitaient ardemment qu'on abatte Caillot. Ils étaient ligués tous, contre mon mari, ça ne fait aucun doute. Henriette Caillot, épouse de Joseph Caillot. C'est une machination parfaitement organisée dont le Figaro est l'outil. Les mois passent, les accusations pleuvent. Caillot répond coup pour coup. Mais ce que Joseph Caillot mesure mal, c'est l'impact de cette campagne de presse calomnieuse sur sa vie privée. Sa femme, Henriette, prend chaque attaque de plein fouet. Vous ne savez pas ce que c'est que de voir son mari chaque jour traîner dans la boue. Les articles de Calmette me pénétraient dans le cœur comme autant de coups de poignard. Tout le monde nous était hostile. Dans les salons, on me tournait le dos. On ne parlait plus que de cela partout. Il y a 4 mois que ça dure, ce harcèlement permanent, ces attaques quasi quotidiennes du Figaro contre son ministre de mari. Elle ne supporte plus. Elle déteste la politique, cette politique qui lui vole son mari et qui ne lui apporte que des inconvénients. Parce que dans le milieu qu'elle fréquente, de la haute bourgeoisie, c'est pas un milieu où on lit l'Humanité, mais c'est un milieu où on lit plus généralement le Figaro. Donc sur son passage dans les tétangos, dans les salons, elle entend des remarques. C'est la femme de ce voleur de Caillot, c'est la femme de ce diable de Caillot. Hein, des remarques qui la touchent. Eh oui, la femme de ce diable de Caillot. Cette campagne de diffamation a un impact redoutable sur Henriette. Elle ne peut plus aller au cinéma, car au moment des actualités, l'on y siffle son Joseph. Dans les réceptions mondaines, les spectacles, on la montre du doigt et on l'invective. Elle est la femme de ce voleur, de ce traître de Caillot. Je n'ai pas été assez attentif au comportement de ma femme. Joseph Caillot, président du Parti radical et ministre des Finances démissionnaire. Cette campagne la déstabilisait, à l'évidence, mais je ne me rendais pas compte à quel point. Je lui disais que cela passerait. Mais cela ne passe pas. Car pour l'abattre définitivement, Gaston Calmette sort son atout-maître et franchit un nouveau pas dans son acharnement médiatique en se rendant parfaitement compte qu'il utilise des procédés indignes de l'éthique journalistique. Il publie une lettre intime du couple Caillot. À l'époque, le Figaro se permettait quand même de publier les lettres d'amour du ministre Caillot. Oui, n'est-ce pas ? Gaston répugnait à se voir obligé à utiliser des procédés qu'en fait il réprouvait. Paul Bourget, académicien et ami du directeur du Figaro. Mais c'était pour la patrie. Et il s'en défendait d'ailleurs, avec beaucoup d'élégance. Il disait... C'est l'instant décisif où il ne faut reculer devant aucun procédé. Si pénible qu'il soit pour nos habitudes, si réprouvé qu'il soit pour nos manières. C'était une campagne très dure, mais Caillot apparemment semblait la supporter, jusqu'au jour où fut publiée la dernière lettre qui a motivé le meurtre. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait des lettres. C'est qu'elle avait senti la présence de la femme qu'il avait haïe en tombant amoureuse de Caillot, c'est-à-dire la première femme dont il avait divorcé. Oui, Berthe Guédan, la première femme de Joseph, aurait fourni à Calmette des lettres intimes du couple Caillot. Des lettres qui révèlent leur liaison adultère, avant qu'ils puissent s'unir au grand jour. Il a fallu attendre 4 ans avant qu'elle n'accepte de divorcer, contre une grosse somme d'argent et une rente exorbitante. Berthe Guédan est une femme sans scrupules, jalouse, calculatrice. Elle a volé notre correspondance intime et a longtemps fait chanter Joseph. Ce ne peut être qu'elle qui a vendu ses lettres intimes au Figaro. C'est la hantise suprême pour Henriette, la publication de ces lettres d'amour. Mais Gaston Calmette avait-il seulement en sa possession d'autres lettres intimes du couple Caillot ?
Il avait même annoncé, et nous en avons d'autres que nous allons publier. C'était le régal, bien sûr, des lecteurs. Je ne pouvais croire un instant que le directeur d'un grand journal national, respectueux de la déontologie et ayant le sentiment de sa dignité et de sa profession, fasse paraître des lettres intimes. J'avoue avoir été moi-même mal à l'aise avec cette idée. Je regrette, sincèrement, que Gaston fût allé aussi loin. Henriette sait maintenant que Calmette est capable de tout. Et elle commence à craquer, à perdre la raison. C'était une vie insupportable. J'avais tellement peur du ridicule, et que l'on se moque en lisant les mots doux et passionnés de Joseph. Et que dire à ma fille Germaine, 19 ans, en âge d'être mariée? Elle allait aussi être atteinte par cette horrible publication. Pour une mère, c'est épouvantable. Depuis que Calmette a publié une correspondance privée, Henriette Caillot ne vit plus. Jean-Yves Le Naour, historien et auteur du livre Meurtre au Figaro. Elle est sur les nerfs, elle est sur les nerfs. Le problème est qu'Henriette fréquente des milieux qui ne sont pas de mes idées et elle ressent donc une impression générale d'hostilité. Elle était très nerveuse et traversait des périodes d'abattement répétées. J'ai surestimé sa résistance. Joseph finit tout de même par enjoindre Henriette d'aller voir un médecin pour qu'il l'aide à calmer ses nerfs. Elle en vient à être complètement paranoïaque, à être victime d'hallucinations auditives et avoir le sentiment qu'on parle constamment d'elle et qu'on parle constamment de son mari. Donc effectivement, sa santé mentale est plutôt fragile. Elle a des hallucinations. À la gare, en attendant son mari, elle imagine des assassins aux trousses de celui-ci, glissés dans le train. Je ne les aurais pas laissés faire. Je me serais jetée entre eux et lui. Après 3 mois d'une pression médiatique quotidienne du Figaro, instrumentalisée par la droite conservatrice, Joseph Caillot prend enfin pleinement conscience du danger. Sa carrière est en jeu. Sa vie familiale est menacée. Les élections approchent. Mais n'est-ce pas déjà trop tard pour agir ? Car sa femme Henriette est à bout. Le matin du drame, le 16 mars 1914, Joseph Caillot sollicite une entrevue avec le président Poincaré. C'est au président de la République, pas à M. Poincaré, que j'ai demandé un entretien. Je lui exprimais mes craintes que Calmette publie des lettres privées, ce qui serait pénible pour moi. Je lui ai répondu que je tenais M. Calmette pour un galant homme, tout à fait incapable de publier des lettres mettant en cause Mme Caillot. Raymond Poincaré, président de la République française. J'ai vainement essayé de le convaincre. Il s'est même écrié « Si Calmette publie ses lettres, je le tuerai ». Je l'ai dit, c'est vrai. J'étais excédé. Poincaré m'a alors suggéré d'envoyer un de mes avocats, maître Maurice Bernard, afin que celui-ci tente une démarche auprès de Calmette. De son côté, Henriette aussi a décidé d'agir. À 10h30, le lundi 16 mars, elle reçoit le président Meunier du tribunal de la Seine pour envisager un recours en justice contre le Figaro. Il a achevé de me désespérer. Selon lui, la loi ne protège pas contre ce genre de diffamation qui confine à la politique. Dans des cas pareils, m'a-t-il dit, il faut se résigner ou se défendre par ses propres moyens. Se défendre par ses propres moyens. Le président Meunier ne croit pas si bien dire. Sur le coup de midi, contrairement à ses habitudes, Henriette se rend au ministère, dans le bureau de son mari. Les collaborateurs de Caillot sont impressionnés par son attitude de bête traquée. En constatant son état de détresse, j'ai préféré la ramener à la maison pour que nous déjeunions ensemble. Curieusement, Joseph ne parle pas de son entrevue avec le président de la République. Et pourtant, il aurait pu ainsi apaiser sa femme. Le déjeuner se passe mal. Très mal. L'ambiance est morose et les côtelettes calcinées. Joseph, de très méchante humeur, congédie la cuisinière avec perte et fracas. De retour à son cabinet ministériel, il contacte son ami, le député Paul Secaldi.
Henriette était totalement déprimée. Elle pouvait bien se livrer à un acte de désespoir. Étant moi-même absorbé par mes activités, j'ai demandé à mon ami Secaldi d'aller la voir dans l'après-midi. Secaldi promet. Mais, pris lui aussi par les contraintes de la vie parlementaire, il ne trouve pas le temps d'aller rue Alphonse de Neuville, au domicile des Caillot. J'ai pensé un instant à me suicider. Mais un instant seulement. Le suicide vaut pour les misérables. Mais, malgré son état de grande agitation intérieure, Henriette prend quand même le temps d'aller au bureau de placement pour recruter une nouvelle cuisinière. Oui, je l'avais promis à Joseph. Mais je n'arrivais pas à me sortir Calmette et les lettres de la tête. J'avais perdu mon bon sens, ma raison. J'ai décidé d'aller moi-même au Figaro pour empêcher cette publication. Et pour ne pas qu'on me rie au nez, j'ai senti le besoin de me rassurer avec une arme. J'ai donc demandé à mon chauffeur de me conduire chez Gastine Rennette, l'armurier de l'avenue Franklin Roosevelt. Elle se rend chez l'armurier Gastine Rennette afin d'acquérir un Browning, un pistolet. Elle en essaye plusieurs modèles. Le premier, elle trouve que la gâchette est un peu trop dure, elle se blesse un petit peu au doigt. J'ai essayé un Smith & Wesson, mais c'était beaucoup trop lourd pour moi. Je me suis même égratigné le doigt en l'essayant. Le vendeur m'a donc conseillé un Browning, calibre 6,35. Presque un jouet, tout petit. Vous venez d'écouter Les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire Henriette Caillot, est un podcast coproduit par Ingem Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Ingem Productions et Synapass Télévision, avec la participation de toute l'histoire, imaginée et réalisée par Guylain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Guylain Vidal. Avec Laurent Claret dans le rôle de Joseph Caillot, Cécile Bouillot dans le rôle d'Henriette Caillot, Jean-Marie Lecoq dans le rôle de Raymond Poincaré et Thomas Sertillange dans le rôle de Paul Bourget. Historiens, Jean-Denis Bredin et Jean-Yves Le Naour. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.